Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateurs engagés, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen et chaque semaine, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Valeria Rodriguez, porte-parole de l'ONG Max Havelaar. Vous le connaissez sûrement, le label Fairtrade Max Havelaar, c'est le petit rond bleu, vert et noir. Un pictogramme qui garantit des salaires vitaux pour les agricultrices et les agriculteurs, mais qui impose aussi des critères exigeants sur l'écologie, comme l'interdiction des OGM ou de certains produits chimiques. Alors le coton labellisé Fairtrade Max Havelaar n'est pas forcément biologique, contrairement au label GOTS par exemple, mais c'est l'un des labels les plus exigeants pour les conditions sociales. Et dans la mode, c'est une thématique qui a tendance à disparaître derrière les enjeux environnementaux. Pourtant, la mode responsable, c'est aussi et peut-être surtout une mode équitable, car je ne vois pas très bien comment on peut distinguer les droits humains des droits de la nature. Avec Valeria, on a parlé de salaires décents, des femmes agricultrices et de l'Équateur, son pays d'origine. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Valeria, merci beaucoup de me recevoir donc chez Max Havelaar aujourd'hui. Bonjour Chloé, merci beaucoup d'être venue jusqu'à chez nous. Avec plaisir. J'aimerais qu'on commence cette interview en parlant un petit peu de toi, parce que je suis allée un petit peu fouiller sur Internet pour trouver le parcours, parce que par curiosité, pour savoir comment tu avais atterri chez Max Havelaar, j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Alors je veux bien que tu nous racontes, comment tu as été amenée à devenir porte-parole de Max Havelaar. Merci pour cette question. Alors, je remarque qu'on peut encore dans ce monde hyper digitalisé être un peu anonyme. Effectivement. Voilà. Alors, moi, je suis arrivée chez Max Havelaar il y a 11 ans maintenant. Et dans une première vie, j'étais journaliste. D'accord. Voilà. Donc, moi, je suis née en Équateur. Et j'ai travaillé et j'ai fait mes études en Équateur jusqu'à mes 30 ans. Donc je travaillais dans une chaîne de télévision, j'ai travaillé à la radio, dans des médias, mais j'ai eu aussi tout au début de ma carrière des engagements très forts auprès des mouvements indigènes en Équateur, et je me mettais travailler bénévolement pour ces mouvements indigènes au début de ma carrière, et donc voilà un peu l'histoire. Je suis venue en France pour faire des études sur l'Union européenne en tant que journaliste. C'était une formation pour journalistes aux affaires européennes. Et j'ai voulu faire un break pour rester quelque temps à faire des études à nouveau, reprendre des études de sciences politiques, etc. Et finalement, de fil en aiguille, la vie privée a fait que je suis restée en France. Et donc voilà, à un moment donné, je me suis interpellée sur ma carrière, sur ce que j'avais fait, sur ce que je voulais faire, etc. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait un poste de chargé de relations presse chez Max Havelaar France. Et comme beaucoup de journalistes, je me suis dit que c'était une bonne cause pour changer de côté de micro. C'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait. Ok. Donc finalement, un engagement assez jeune, assez tôt dans ta carrière. Est-ce que aujourd'hui, tu te considères comme une personne engagée ? Oui. Je peux dire que je me considère comme une personne engagée. Surtout quand je vois toute l'inertie qui existe encore par rapport aux enjeux environnementaux et sociaux qui sont ceux du monde dans lequel nous vivons. Je pense que même le tout petit que je peux faire tous les jours est engagé.
Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit beaucoup plus nombreux. C'est vrai. Donc, on va parler évidemment d'industrie textile, c'est ce qui m'intéresse aujourd'hui. À quel moment tu as pris conscience des dérives de cette industrie-là, ces dérives sociales notamment, mais aussi environnementales? À quel moment tu as réalisé que nos vêtements avaient un impact très négatif, à la fois sur les gens, mais aussi sur la planète? Alors c'est vrai que j'ai pas pris conscience de ça très très tôt, je dois le dire. Quand je suis arrivée chez Max Havelaar, j'ai commencé à toucher la question. C'est à ce moment-là. Moi, j'étais avant ça très touchée par toute la question de rémunération et des paysans. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée. C'est pour ça que je suis chez Max Havelaar. J'étais toujours très proche des mouvements indiens et des mouvements paysans dans mon pays. Et ça, c'est quelque chose qui me touchait. Mais c'est vrai que le vêtement, c'est pas quelque chose sur laquelle je m'étais penchée. Arrivée chez Max Havelaar France, le premier voyage terrain que j'ai fait a été au Sénégal chez des producteurs de coton. Et donc là, j'ai commencé à toucher aux enjeux pour les producteurs de cette fibre. J'ai compris qu'il y avait énormément de morts entre les producteurs à cause des produits chimiques. J'ai compris qu'il y avait que c'était une filière qui utilisait énormément d'eau, etc. Et que bien évidemment les producteurs de coton n'en tiraient pas profit en plus de tout cela. Et je dois être très honnête par rapport à la mode en général, comme beaucoup. C'est le Rana Plaza qui a fait un électrochoc beaucoup plus profond par rapport à ça. Bien sûr. Ouais, mais c'est donc sur le terrain alors finalement que tu as réalisé tout ça en discutant avec les producteurs de coton du Sénégal, quoi. Tout à fait. C'était la première fois. Je venais d'arriver chez Max Havelaar et au bout d'un mois, je suis allée au Sénégal, au Kédougou, pour visiter les producteurs de coton. Okay, et les productrices de coton qui m'ont touchée énormément. D'accord. On va en parler d'ailleurs. J'ai une question aussi sur ça, mais alors. Pour qu'on comprenne aussi pour la suite de notre discussion, en quelques mots, donc très rapidement, est-ce que tu peux nous représenter les missions de Max Havelaar? Parce que ça va nous permettre de bien comprendre par la suite tous les enjeux qu'il y a derrière au niveau du coton, l'industrie textile, ce genre de choses. Alors Max Havelaar France est une ONG qui représente en France le label international Fairtrade Max Havelaar. C'est ce petit label vert et bleu que beaucoup d'auditeurs, je pense, ont vu déjà sur des tablettes de chocolat, des paquets de café, etc. et qui existe depuis plus de 30 ans et qui garantit qu'il y a une plus juste rémunération pour les producteurs agricoles qui sont le premier maillon de nos chaînes d'approvisionnement mondialisées. Nous vivons malheureusement, et ça on ne prend pas conscience tous les jours, nous vivons dans une société dans laquelle ceux qui produisent la nourriture n'arrivent pas à se nourrir eux-mêmes et à nourrir leur famille. Moi, je trouve ça insurmontable. Ouais, c'est révoltant. Donc, c'est pour ça que je suis ici. Et donc, c'est pour ça que le commerce équitable a démarré, c'est pour ça qu'il doit continuer à exister, parce que malheureusement, ce n'est pas réglé, il y a plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, dont les 3/4 sont des agriculteurs, en Amérique latine, en Asie et en Afrique, surtout dans les pays en développement. C'est pour ça que le commerce équitable doit exister, et c'est la mission première de Max Havelaar, c'est de mettre en place ce système de commerce équitable, d'apporter du soutien à ces producteurs et de trouver des entreprises, de convaincre les entreprises de s'engager auprès du label pour, du coup, payer et offrir des conditions commerciales plus justes à ces producteurs agricoles. C'est la mission que nous avons, et bien évidemment de sensibiliser le public, les consommateurs, mais les pouvoirs publics aussi en faveur de ce secteur. Oui, parce qu'en fait, c'est pas évident. Je trouve qu'on a vachement perdu le lien entre le produit fini et la façon dont il a été fabriqué, mais au tout début, c'est-à-dire que quand on voit un t-shirt en coton, on a du mal à se dire, bah oui, mais en fait, ça provient de la plante, et donc, derrière, il y a de l'agriculture, quoi. C'est vrai que tout ça, on a été vachement déconnecté de toute la chaîne de fabrication, finalement. Exactement, et on oublie que derrière tous nos produits, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et qui ne peuvent pas vivre de ce travail. Et ça, pouvoir vivre de son travail est un droit humain fondamental, ne l'oublions pas, et qui doit être donc garanti, qu'il ne l'est pas. Ouais.
Donc pour parler de plus spécifiquement de l'industrie textile, chez Max Havelaar, vous avez 2 certifications, l'une pour le coton équitable et l'autre pour le textile équitable. On va commencer par parler du coton. Et déjà, peut-être en introduction, quels sont les grands défis de cette filière du coton aujourd'hui ? Alors pour la filière coton, il y a un premier défi qui est que les prix du coton sont souvent en dessous des coûts de production pour les producteurs, comme beaucoup de matières premières. C'est pour ça qu'une des premières garanties du label de coton équitable est un prix minimum garanti aux producteurs de coton qui est payé pour qu'ils puissent couvrir au moins leurs coûts de production et vivre de leur travail. Ce prix minimum, ce filet de sécurité est la première garantie du commerce équitable et pour les producteurs de coton et pour d'autres. Également, il est important pour les producteurs de pouvoir investir et réussir par exemple la transition écologique, mais de pouvoir investir dans leur village, de pouvoir investir dans l'amélioration de la production, de pouvoir investir pour passer à l'agriculture biologique. Mais pour tout ça, il faut pouvoir avoir les moyens. Donc, c'est en ça que le commerce équitable a mis en place un outil qui est fondamental, qui s'appelle prime de développement, qui est versé aux organisations de producteurs pour justement des investissements collectifs. Parce que nous sommes convaincus que l'union fait la force. Donc, on travaille uniquement avec des organisations de producteurs, pas avec des producteurs individuels. Dans la filière coton, il y a des enjeux environnementaux énormes. Il y a beaucoup d'utilisation d'eau, mais il est possible aussi de produire du coton et de promouvoir des filières de coton, comme la filière africaine par exemple, qui est une filière exclusivement pluviale. Mais il y a aussi le défi de réduire les engrais et les pesticides qui sont utilisés dans cette filière, qui tuent en premier les producteurs de coton, et il est possible de faire du coton avec moins de pesticides ou sans. Et donc, voilà comment je vois la filière. Et il y a aussi quelque chose qui touche énormément à la filière coton, qui est les OGM. Il existe maintenant très peu de coton non OGM. C'est une filière dans laquelle les OGM se sont développés énormément et avec les conséquences environnementales que nous connaissons, mais avec aussi des conséquences pour les producteurs dont on parle moins, qui est le fait d'être redevable et dépendant d'une entreprise. Et on n'en parle pas souvent de ça par rapport aux OGM. Quand on rentre dans les OGM, ça veut dire on dépend de ce semencier d'année en année et qu'en plus on dépend non seulement pour les semences mais aussi pour tous les engrais et fertilisants qui vont avec. Et donc ça crée une dépendance et la dépendance n'est jamais bonne. Donc ça c'est aussi un enjeu très important pour la filière coton. Bien sûr, et c'est ce qui avait provoqué aussi beaucoup de suicides d'agriculteurs en Inde, notamment. Il y a eu tout un scandale sur ça, parce qu'ils n'étaient plus capables de payer à cause de ces OGM. Puis d'année en année, il fallait encore racheter des pesticides, des engrais, puis finalement plus rien ne poussait parce que la terre était complètement aride. Donc oui, c'est vrai que ça, c'est un enjeu qui est assez fondamental. Donc en fait, votre certification permet de répondre à tous ces enjeux, j'imagine, de rémunérer correctement les producteurs, les productrices, mais aussi de les accompagner sur la partie environnementale, quoi. Exactement, parce que dans la philosophie du commerce équitable, il y a l'homme au centre. Mais l'homme, il ne peut pas être isolé de son environnement, parce que l'outil de travail d'un agriculteur, c'est quoi ? C'est la terre. Et si on ne la protège pas, on perd son principal outil de travail. Donc pour nous, il est indissociable la protection de l'environnement pour justement défendre ces hommes et ces femmes qui sont agriculteurs dans le monde. Oui, bien sûr. Donc je le disais, on a parlé donc de la filière coton, de cette certification pour le coton équitable, mais vous en avez une deuxième qui est hyper intéressante, c'est sur le textile. Donc celle-ci s'appelle Standard Fair Trade pour le textile. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est cette certification, quels sont ses avantages, à quoi elle sert, nous la présenter un petit peu. Alors nous sommes très connus bien évidemment pour le café, pour le chocolat, etc. et moins pour les vêtements. Et au début, on a lancé cette filière coton un peu comme les autres filières. Ce sont des filières agricoles. Mais bien évidemment, et le Rana Plaza est venu là pour nous le rappeler, dans la filière textile, dans l'habillement, on ne pouvait pas s'arrêter là. On ne pouvait pas s'arrêter à la matière première.
parce que la grande majorité du textile et du vêtement est produit dans des pays en développement, dans des conditions sociales indignes. Et donc, à un moment donné, il n'était plus possible d'avoir juste du coton équitable qui avait été payé à un prix plus juste et dans de meilleures conditions pour des producteurs de coton, mais qui après pouvaient se retrouver très facilement, peut-être dans une usine dans lesquelles, par contre, les ouvrières n'étaient pas respectées. Ça pouvait arriver. Et donc, on voulait aussi partager cette expérience que nous avions dans le commerce équitable avec dans la filière dans son ensemble. Et c'est pour ça que il a été lancé une filière textile dans laquelle du coup nous couvrons les droits des travailleuses et des travailleurs. Mais il y a beaucoup de travailleuses encore une fois dans le textile pour qu'ils puissent atteindre plusieurs objectifs. Il y a bien évidemment la défense des droits, et donc que le droit du travail soit respecté, que le droit à la syndicalisation et à l'organisation soit respecté. C'est très important que les ouvriers puissent s'organiser pour défendre leurs droits, pour demander des améliorations de salaire. L'organisation est basique. Et tu sais, je pense très bien que c'est pas dans les pays en développement dans lesquels la syndicalisation n'est pas très bien vue des patrons. Donc, la certification assure ça, cette liberté d'association. Bien évidemment, comme on l'a vu dans le Rana Plaza, il faut que les usines qui soient certifiées aient des conditions et un respect de la santé et de la sécurité des travailleurs et des travailleuses. On connaît tous ces portes cadenassées qui ont tué beaucoup de gens ce jour-là parce que les gens ne pouvaient pas échapper et qu'il n'y avait pas les conditions de santé et de sécurité dans cet immeuble. Les sorties de secours qui étaient condamnées et quand l'immeuble, quand il prend feu ou ce genre de choses, les salariés ne peuvent pas sortir, quoi. Exactement. Et on connaît aussi tous que dans la filière habillement, dans les textiles, il y a beaucoup de produits qui peuvent être utilisés pour les jeans, etc. Et donc l'idée c'est de les limiter et surtout que les travailleurs dans ces usines puissent avoir des matériels de protection, qu'ils soient protégés dans l'utilisation de certains produits et qu'il y ait aussi l'interdiction de certains produits de la même façon qu'on le fait dans l'agriculture. Mais l'outil phare de cette certification textile est le salaire. C'est-à-dire que nous savons que le cœur et le nerf de la guerre, c'est les salaires. Et les salaires dans ces pays dans lesquels ils ont décidé, les grandes marques de fast fashion de s'installer, ce sont des pays dans lesquels les salaires légaux sont très bas. Et donc, nous proposons et nous mettons sur la table l'idée qu'on peut payer des salaires décents. Après, on est pragmatique. Chez Max Havelaar, on a toujours été très pragmatique et on essaye d'accompagner les entreprises dans leur engagement. Donc, l'idée est qu'une usine qui est certifiée Fairtrade Max Havelaar a 6 ans pour petit à petit monter les salaires jusqu'à arriver à un salaire décent. Un salaire décent est calculé donc pour qu'une famille puisse vivre dignement dans un pays donné. Ok, non mais c'est hyper intéressant et d'un point de vue très pratico-pratique, puisque ça reste un monde un peu obscur pour les consommatrices et les consommateurs quand on parle de labels, de certification. Comment ça fonctionne? C'est-à-dire quelles entreprises peuvent en bénéficier? Enfin, qui peut en bénéficier? Tu parlais de coopératives tout à l'heure pour le coton, mais concrètement, quels critères il faut respecter? Qui est en charge des audits? Qui distribue cette certification? Voilà, très pratico-pratique. Alors, comment fonctionne une certification? Une certification sérieuse et rigoureuse a un cahier de charges. Un cahier de charges, ce sont quelque part, moi j'assimile toujours ça, ce sont les règles du jeu. Les règles du jeu qui doivent être respectées par tous. Donc derrière le label Fairtrade Max Havelaar, il y a des cahiers de charges. Des cahiers de charges pour la production de coton, comme du cahier de charges pour le textile et pour la production et la transformation du textile, comme pour le café ou comme pour d'autres filières. Qui peut rentrer? N'importe qui respecte ces cahiers de charges et qui respecte ces règles du jeu. C'est-à-dire que c'est ça les critères. Les critères fondamentaux sont là. Alors, il y a énormément de critères. Je pense qu'on a cité les principaux. C'est, le prix minimum garanti, la prime de développement. Dans le cas des usines, le salaire, la santé sécurité, le renforcement des droits des travailleurs, la liberté d'association, etc. Mais l'idée, c'est que
soit une organisation de producteurs agricoles peut rentrer en respectant les critères. Les entreprises peuvent rentrer si elles respectent les critères et si du coup elles achètent de la matière première équitable, ou dans le cadre du textile si elles respectent le cahier de charge du textile Fairtrade. Et après elles vont être auditées par un certificateur indépendant de nous qui va les auditer une fois par an pour vérifier que c'est toujours le cas et qu'ils respectent toujours les règles du jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans une certification comme la nôtre, tous les acteurs qui rentrent dans la chaîne de valeur depuis le producteur jusqu'au produit fini doivent avoir cette certification et doivent être audités. Ok. Et donc les auditeurs, ce sont des personnes de Max Havelaar. Non, c'est des personnes extérieures. Okay. Alors, le Fairtrade Max Havelaar est le détenteur des cahiers de charges. C'est nous qui éditons le cahier de charges, qui décidons ce que c'est que ces règles du jeu. Et après, il y a un certificateur indépendant qui est celui qui est en charge d'aller faire les audits et de vérifier que ces critères sont bien respectés par les producteurs, les entreprises, les négociants, les exportateurs, etc. Ok. Et est-ce que cet auditeur doit rapporter des preuves que c'est correctement respecté ou pas? Enfin, je m'interroge, là, c'est une question qui me vient en tête. Est-ce qu'il doit prendre des photos? Est-ce qu'il doit remplir tout un dossier? Comment il fait ça? Alors les auditeurs, ils ont toute une batterie de critères à aller observer et regarder, mais il y a beaucoup d'outils différents qui sont utilisés par les auditeurs. Il y a l'observation, il y a la question documentaire aussi. Ils vont demander tous les documents, les factures, etc. Aux entreprises, aux organisations pour prouver qu'une entreprise a bien payé le prix qu'il fallait, qu'elle a bien versé la prime de développement. Pour la question des salaires, on va aller regarder, bien évidemment, si les salaires ont augmenté ou pas. Voilà, il y a toute qui va être une recherche documentaire pour prouver les choses. Il va y avoir également des interviews, des rencontres avec des producteurs, avec des travailleurs, etc. Pour pouvoir vérifier que les choses se passent bien, bien évidemment. Et puis il y a l'observation. Ils vont demander, que sais-je, d'aller dans les magasins de stockage pour vérifier qu'il n'y a pas dans les magasins de stockage des produits phytosanitaires qui seraient interdits, par exemple. Voilà. Ok, d'accord. Donc, il y a une batterie d'outils pour les auditeurs. De voir comment ça se passe en coulisses, en fait. Et il y a un exemple que je voulais citer, que j'ai vu sur votre site internet, parce que je trouve que c'est toujours bien d'avoir des exemples concrets. Ça parle peut-être plus aux gens qui vont nous écouter. Il y a la coopérative donc de Kédougou au Sénégal, donc qui est certifié Fairtrade Max Havelaar depuis 2005. Donc il y a 2754 membres, dont 21% de femmes. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi des femmes. Et vous dites que c'est un taux relativement important compte tenu des réalités de la région, socio-culturelles de la région. Est-ce que tu as d'autres exemples comme celui-ci, très concrets? Alors je sais que c'est pas toujours évident de citer, mais je trouve que peut-être que pour les gens, on se représente un peu mieux de qui bénéficie de cette certification Max Havelaar. Est-ce que tu as d'autres exemples, je sais pas, de coopératives ou d'entreprises? Oui, alors par exemple, cet exemple du Kédougou est intéressant et juste pour conclure un peu sur ce que tu as dit, et les femmes de cette coopérative sont assez, moi je les ai connues et elles sont assez fières d'être en commerce équitable parce que traditionnellement dans cette région, que ce soit la femme ou l'homme, le propriétaire de la terre dans le couple, c'était toujours l'homme qui était payé parce que traditionnellement c'était comme ça. Et ben comme ceci est interdit dans le commerce équitable, du coup c'est la femme parce qu'elle est propriétaire de la terre, si elle est propriétaire de la terre, qui est payée. Et donc beaucoup de femmes qui n'avaient jamais été payées directement pour le coton, elles se sont retrouvées à être payées pour la première fois directement elles pour le coton. Et aussi à participer aux assemblées générales de la coopérative et à voter pour les projets, par exemple, dans lesquels elles vont investir la prime de développement, etc. Et moi, j'ai un souvenir très touchant de cette fierté de ces femmes-là, que le commerce équitable, il y avait une femme qui nous disait, il n'y a pas eu de marabout pour nous, pour cela, pour utiliser nos droits, ben, ça a été le commerce équitable et pas c'est chouette. Qui nous a appris ça. Il y a un côté chouette. Très féministe, très écoféministe dans tout ça. C'était très intéressant. Mais aussi, par exemple, en Inde, j'ai été il y a 2 ans à peu près dans une coopérative de producteurs en Inde qui s'appelle Chetna.
et dans laquelle ils ont investi énormément dans les écoles, et ça c'est important aussi, c'est-à-dire qu'ils investissent dans le futur, pour les futures générations. Ils ont vraiment une volonté que les filles et les garçons puissent avoir accès à une éducation de qualité, et en partie ils utilisent la prime de développement pour cela, mais aussi ils ont investi énormément dans des projets environnementaux pour utiliser le moins possible d'irrigation sur le coton, et pour aussi trouver des nouvelles variétés qui ont besoin de moins d'eau et moins de pesticides, etc. pour avoir un coton plus propre. Et c'est une coopérative qui a réussi peu à peu, en investissant dans des projets, à avoir pratiquement la totalité de leur production en coton bio équitable maintenant, et donc c'est un exemple très important. Et à ce moment-là, j'ai pu visiter également une usine de transformation, une usine de production de textiles qui est en voie de certification Fairtrade. Elle n'est pas encore certifiée Fairtrade, mais donc j'ai pu échanger avec son directeur, mais aussi me balader dans les ateliers et voir qu'il était possible de produire des vêtements dans des bonnes conditions avec des femmes et des hommes qui sont sur des postes de travail sûrs, avec du matériel de protection, avec une sécurité dans les locaux, avec des sorties de secours signalisées et ouvertes, et avec des salaires qui petit à petit augmentent, même si c'est pas encore bien évidemment le cas d'un salaire décent. Donc j'ai pu voir que autre chose que ce qu'on voit normalement dans les documentaires est possible, mais cela bien évidemment a un prix, et c'est le prix que nous devons tous apprendre à payer pour avoir des conditions décentes pour tout le monde. Évidemment, un t-shirt à 3 €, ça ne devrait plus exister. Et surtout, voilà. Ça devrait nous poser des questions. Oui, exactement. On devrait se demander qui derrière a été exploité pour le fabriquer, quoi. Et je me demandais aussi, ces certifications, elles sont payantes pour les producteurs enfin les coopératives ou les entreprises? Oui, tout à fait. Une certification est payante, c'est-à-dire que on paye les droits de certification, on paye les audits, que ce soit les producteurs ou les entreprises. Ok. Tout à fait. Et dans ce cas-là, ça biaise pas le résultat final. Il n'y a pas ce côté on achète la certification, on s'achète une conscience. Non, ça. Il n'y a jamais eu de dérive. Ça n'a jamais été le cas. Non, franchement, de ce côté-là, les certifications au monde sont payantes. Ouais. Et il faut bien que les certificateurs et que les auditeurs puissent eux aussi vivre convenablement. Donc, c'est un système qui existe comme ça. Je pense pas que ça biaise. Ce qui est important, c'est l'indépendance. L'indépendance du certificateur et du détenteur du cahier de charge. Et il est aussi important que les labels soient indépendants des entreprises qui mettent les produits en marché. C'est cette indépendance entre les différents acteurs qui est un très important garde-fou. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais. Et je me demandais aussi, donc c'est vrai que donc vous avez vos certifications, on vient d'en parler. Il y a d'autres labels qui existent. Il y a le label GOTS par exemple, qui est un très bon label pour l'industrie textile. Est-ce qu'il y aurait pas trop de labels? Parce que moi, c'est souvent la critique qu'on me fait. On me dit mais nous, on a du mal à s'y retrouver. En même temps, il y a tellement de labels, j'y comprends plus rien. Entre Ecotex, GOTS, Max Havelaar. Enfin, c'est vrai que c'est un peu la jungle des labels quand on est consommateur. On sait plus trop quel label dit quoi. Est-ce qu'il y aurait pas tout intérêt à fusionner et à créer un seul et même label? Dans le meilleur des mondes, si on peut créer le label parfait et que tous on s'aligne, ça serait génial. C'est surtout ce qui serait incroyable, c'est que on pratique tous et partout le commerce équitable. C'est tout simplement le fait de partager mieux la valeur tout au long des chaînes, et qu'on n'ait pas besoin qu'il y ait qui que ce soit qui vienne certifier ou auditer, et que ça soit la norme. C'est ça qui serait qui serait idéal. Pour ce qui est des labels de commerce équitable, après la problématique, elle est qu'il faut différencier commerce équitable d'autres types de certifications. Il y a des certifications qui sont des certifications environnementales, des certifications dites durables, etc.
etc. En France, pour ce qui est du commerce équitable, le commerce équitable est défini par la loi. Et maintenant, avec ce qui vient d'être voté au Parlement, la loi climat, seulement les produits qui portent un label qui va être reconnu par l'État vont pouvoir continuer à revendiquer leur caractère équitable. Et ça, je pense que c'est tout à fait ce qui va dans le sens des consommateurs, parce qu'il n'y aura plus, dans quelques années, la possibilité de mettre une mention équitable sans qu'il y ait un label avec un cahier de charges sérieux qui soit à poser sur le label. Et ça va clarifier, parce qu'il n'y a pas seulement le label. Il y a les labels et les allégations, ce qui complexifie encore la chose. Oui, c'est vrai. Tout ce qui est greenwashing, enfin, toutes les marques qui vont utiliser des mots qui n'ont pas vraiment de sens, enfin voilà, pas de preuves ni rien. C'est vrai que ça complexifie encore la chose, mais c'est vrai que pour beaucoup, par exemple Ecotex, ça va être plus sur la nocivité, voilà, des matières utilisées. Puis il y a le GOTS, on va avoir plus le bio, et puis le commerce équitable. Mais c'est vrai que parfois c'est un peu, on sait plus qui dit quoi. Donc c'est vrai que c'est dans la mode, en tout cas dans l'industrie textile, c'est souvent la critique qui est faite, quoi, de trop de labels. Donc c'est pour ça que je voulais avoir ton avis sur ça. Mais je pense, Chloé, que tu seras d'accord avec moi que ce qu'il y a, c'est surtout beaucoup de produits qui ne portent aucun label et donc dont on ne sait rien ou qu'on peut se douter le pire. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Vous avez aussi lancé un appel pour un pacte mondial pour une mode équitable. Je trouvais ça hyper intéressant. De quoi il s'agit? Enfin, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les ambitions de ce pacte mondial pour une mode équitable? De quoi il s'agit? Alors nous, on a regardé avec attention le lancement par le président de la République du Fashion Pact. Bien évidemment, Max Havelaar est une certification qui est volontaire. Quelque part, les entreprises viennent chez nous de façon volontaire et s'engagent auprès de nous de façon volontaire et respectent nos cahiers de charges de façon volontaire. Même si nous plaidons aussi pour des lois et des réglementations qui aillent au-delà et qui généralisent des conditions commerciales plus justes, etc. Mais bien évidemment, nous sommes dans le volontaire et nous croyons qu'il est possible et que c'est complémentaire de la loi aussi, ce type d'engagement volontaire. Mais en regardant ce Fashion Pact, nous nous sommes rendus compte que tous les enjeux sociaux de la filière de l'habillement étaient inexistants. Ouais, ça complètement. Il y a les enjeux environnementaux, mais le social... Exactement. Et une certification comme la nôtre qui est centrée sur les hommes et les femmes, donc ne pouvait que faire un appel pour qu'on puisse travailler pour un élargissement d'un pacte, pour qu'un pacte équitable, c'est-à-dire un pacte qui tienne compte bien évidemment des enjeux environnementaux qui sont nombreux dans la filière, mais qui aussi s'attaque à bras le corps aux enjeux sociaux des travailleurs, des travailleuses, des producteurs et des productrices. Et vous avez eu des réponses à cet appel-là déjà, ou tu sais ce que ça a donné? Je pense que ça va être un travail de longue haleine, comme beaucoup de travail dans le domaine dans lequel je suis. Je travaille dans le plaidoyer. Le plaidoyer est un travail long, donc non, on n'a pas eu encore de résultats ou de réponses, mais on est têtu aussi. Oui, donc on va continuer c'est bien, il faut pas lâcher l'affaire. Et on a aussi commencé à travailler et à collaborer avec d'autres collectifs qui travaillent dans la mode éthique, etc., pour voir si en étant un peu plus nombreux, on peut monter quelque chose. Je pense qu'il serait important d'arriver à une plateforme d'engagement qui soit un peu plus large que le Fashion Pact, dans lequel il y ait les pouvoirs publics, les entreprises, parce que c'est important que les entreprises s'engagent, pourquoi pas volontairement, mais aussi les ONG qui pourraient être là aussi pour veiller et pour être vigilantes de ces engagements, pour surveiller un peu ces engagements. Nous on pense à ça, à une plateforme multipartite avec ONG, pouvoirs publics et entreprises qui prennent des engagements qui puissent aller au-delà de ceux qui ont été pris déjà par le Fashion Pact. Bien sûr. Il y a une question aussi on se pose la question régulièrement quand on est consommateur, c'est est-ce qu'il vaut mieux consommer local en France? Enfin, là je parle pour le vêtement, de la fabrication soit européenne, soit française, qui a pas de label, qui est pas pas labellisé, mais c'est local. Normalement, quand c'est en France, on respecte certains droits du travail.
Ou est-ce qu'il vaut mieux acheter un t-shirt qui a été fabriqué par une usine labellisée, là par exemple en l'occurrence Standard Fairtrade pour le textile, mais qui est situé en Inde, en Asie. C'est souvent, je trouve, cette ambivalence de est-ce qu'il vaut mieux consommer, là je schématise, un bio qui vient de loin ou pas bio mais local. Je crois que ce qui est important, c'est surtout que quand on est un consommateur, c'est se poser des questions devant les produits. Se demander dans quelles conditions il a été produit, dans quelles conditions il a été commercialisé, d'où ça vient, sous quelles règles, etc. C'est ça le plus important. Parce qu'un produit proche ou moins proche peut être responsable ou pas. Après, il y a le transport. Totalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas c'est comme pour le bio. Le bio, par exemple, n'est pas une garantie de juste rémunération pour les producteurs. Donc, complété avec le label Max Havelaar, il se porte mieux. Parce que du coup, on a et le côté social et le côté environnemental. Et pour les vêtements, bien évidemment que quand un vêtement a été produit en France, après est-ce qu'on a des garanties sur le coton, par exemple, qui est dedans, d'où il vient et comment il a été? Donc, on peut se poser cette question-là. Et est-ce qu'on va pouvoir réinstaller toute l'industrie textile nécessaire au marché français en France, alors que la filière a été massivement délocalisée dans les pays du Sud? Je ne sais pas. J'ai des doutes. Est-ce que ça sera possible de relocaliser à la hauteur qu'on a délocalisé? Et du coup, je pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de ces pays qui ont accueilli cette industrie, de ces ouvrières et de ces ouvriers qui travaillent dans cette industrie-là mondialisée. Et je pense qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis d'eux de leur offrir des meilleures conditions de travail. Et nous vivons dans un monde qui est mondialisé, mais qui en même temps nous rappelle le fait que nous sommes interdépendants, qu'il y a des choses dont nous avons besoin. Mais il faut que cette mondialisation et il faut que cette interdépendance ne veuille pas dire qu'on s'écrase les uns les autres, tout simplement. Et c'est plutôt ça qui est important. C'est plutôt ça qui est important et dont il faut se rendre compte. Après, si on peut fabriquer en France, c'est tant mieux. Est-ce qu'on va tout pouvoir fabriquer en France? Je ne pense pas. Donc, il va falloir toujours continuer à se poser des questions sur ce qui est fabriqué ailleurs. Bien sûr. Il y a quelques questions que je voulais te poser un peu plus personnelles pour terminer cette interview. J'aime bien aussi découvrir la personne à travers ces enregistrements. Donc, on parle de mode, de textile depuis le début. Quel est ton rapport, toi, à la mode aux vêtements? C'est un rapport qui a changé au fil des ans, comme je pense, j'espère, pour beaucoup de consommateurs. Comme je t'ai dit au début de cette interview, au début je me posais pas encore beaucoup de questions il y a quelques années. C'est vrai que à partir du Rana Plaza, je me pose beaucoup plus de questions et surtout j'essaye de ne pas rentrer dans les plus grands magasins de fast fashion, par exemple. Je suis très loin d'être une consommatrice parfaite. Ça n'existe pas de toute façon. Ça m'arrive de déroger à la règle, comme à tout le monde, mais j'essaye de faire ma part. Et ces dernières années, je fréquente un peu plus les friperies, par exemple, parce que personnellement, je me suis lancée dans le zéro déchet à la maison, et du coup, j'essaye de qu'il y ait le moins de déchets possible, et donc la réutilisation me paraît aussi une démarche intéressante. Donc voilà, je cherche de la mode responsable d'un côté, quand il faut que ça soit du neuf. Je déroge à la règle parce que je ne suis pas parfaite, et puis la seconde main. La seconde main okay. me plaît énormément comme idée. Okay, c'est intéressant. Et quand on s'engage comme toi dans son quotidien, à travers son métier, qu'est-ce que ça fait de s'engager comme ça quotidiennement, d'être aligné à la fois professionnellement, personnellement?
Beaucoup de gens recherchent cet alignement-là aujourd'hui, ce sens-là. Alors, je pense qu'il faut quand même qu'on essaye de temps en temps de séparer les choses. Mais c'est vrai qu'en même temps, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier si on n'a pas cet engagement dans les tripes. Et donc, c'est vrai que moi, je suis engagée et je crois profondément en la mission de Max Havelaar, et donc je l'ai un peu avec moi tout le temps, même si ça reste bien évidemment un travail. Mais c'est aussi ce qui m'a amené à beaucoup de réflexions dans la vie privée, pour la question des déchets, de l'environnement, du bio, etc. Donc c'est vrai que ça a été un cœur d'engagement qui a petit à petit mené à d'autres engagements dans la vie, et j'essaye de faire attention. Ouais, c'est jamais évident, hein, de toute façon, puis on n'est jamais parfait et tout, mais c'est toujours intéressant d'arriver de parvenir à aligner, voilà, ses valeurs professionnelles et personnelles. C'est toujours, je pense que on se sent à sa place, quoi, quand on fait ça. Il y a 2 questions auxquelles j'aimerais que tu répondes assez spontanément. Ça évoque pour toi la sororité? C'est la question de la solidarité entre les femmes pour défendre leurs droits. Alors, ça m'intéresse. Il y a cette question de regroupement, il y a cette question de ne pas être seul, il y a cette question de l'union fait la force, qui est quelque chose qui me dit beaucoup. Et en même temps, il faut pas que les femmes nous soyons isolées non plus dans notre lutte quotidienne pour nos droits. Donc oui, bien évidemment qu'il faut se serrer les coudes entre femmes, mais attention il faut qu'on embarque la société entière. C'est vrai. Et la deuxième question, c'est quand tu entends le mot écoféminisme, tu penses à quoi? Alors au-delà de la notion, qui peut être sociologique, étudiée, tout ça, moi ce qui me touche énormément dans ce terme, c'est que ça rejoint beaucoup deux combats qui me tiennent à cœur. C'est-à-dire que la question de l'environnement est pour moi aujourd'hui au centre de nos préoccupations en tant que citoyens. Je pense que l'été que nous venons de vivre ne peut que nous rappeler de façon presque violente que nous sommes face à un enjeu de changement climatique et d'inertie de nos gouvernements face à ça. Et donc la question environnementale est pour moi une cause centrale aujourd'hui. Et je suis une femme et je suis mère de 2 filles qui sont surtout pour la plus grande, elle est très féministe. Et je sais que nous avons encore, chacune de nous, à lutter pour la place que nous avons dans la société, que c'est pas encore gagné, loin de ce qu'on pourrait penser. Donc j'aime bien ce terme parce qu'il rejoint 2 combats qui me sont chers, le combat pour les femmes, et donc pour l'humain, et pour l'environnement. Okay. Et alors la dernière question, rituel du podcast, que je pose à toutes mes invitées, est-ce que tu as des modèles dans la vie? Voilà. Des modèles. Je ne sais pas si des modèles, mais il y a des gens que j'admire plus particulièrement ou auxquels j'ai beaucoup pensé ou beaucoup réfléchi ou lu. Et ce sont des femmes. Pendant toute ma jeunesse et surtout en Équateur, il y a Manuela Sáenz qui est une femme qu'on connaît très peu en Europe, qui était l'amante de Simón Bolívar, le libérateur de 5 pays en Amérique latine, dont l'Équateur, et qui est équatorienne, Manuela Sáenz, et qui a été considérée comme une des premières féministes en Amérique latine, qui s'est séparée de son mari à une époque, 1800 et quelques, je te dis, se séparer de son mari, c'était pas aisé, qui l'a fait et qui a été donc derrière Simón Bolívar pendant des années et qui a travaillé, qui a été une des peu de femmes qui ont été dans la lutte pour l'émancipation de ces pays-là, de la couronne espagnole. Et donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré toute ma vie en Équateur. C'était une femme forte, rare pour son époque. Et puis plus récemment, Rigoberta Menchú, qui
au Guatemala a quand même mené ce combat pour les peuples autochtones, pour les droits de ces peuples autochtones au Guatemala, et comme ça c'est aussi un combat important pour moi dans mon continent d'origine auquel je tiens. Dans ton histoire personnelle, ouais. Voilà, je sais pas si ce sont des modèles, mais ce sont des femmes que j'admire et dont je regarde de temps en temps derrière pour m'assurer que j'essaye de ne pas les oublier. D'accord, très bien. Ce sont des très beaux modèles, ou en tout cas des très belles inspirations. Donc merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Merci Chloé, à toi. Merci à Valéria d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées, et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.